Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec deux invités de marque et de taille, à savoir Frédéric et Olivier Marion, donc deux frères. Comment allez-vous, Frédéric et Olivier? On va très bien. Voilà, heureux de te revoir, Anthony, depuis le temps. Également très heureux. Déjà, merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité. Et avant d'entrer dans le vif du sujet concernant un projet que vous avez, j'aimerais rappeler qui vous êtes quand même parce que vous n'êtes pas personne, vous n'êtes pas des gens qui sortent de nulle part, vous n'êtes pas des nouveau-nés dans les arts martiaux et les sports de combat. Donc, je vais commencer par Frédéric. Donc, Frédéric, tu es maître en arts martiaux traditionnels vietnamiens. Tu as été le premier Français à avoir été maître au Vietnam. Donc, tu as développé plein de choses. Tu as des écoles partout en Europe et pas seulement en Europe. Tu as même des gens qui sont dans l'armée au Vietnam qui comptent parmi tes élèves. Donc, c'est gros ce que tu as fait. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours en quelques minutes? En quelques minutes, c'est aussi bien mon frère que moi. On a débuté dans les arts martiaux et sports de combat dans les années 68 à peu près, hein. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'on pratique. Et au niveau du développement dans les arts martiaux, ça fait plus de 30 ans que je développe dans plusieurs pays. Donc, mes clubs sont présents sur 4 continents. Donc, que ce soit aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, dans les pays du Maghreb, en Europe et tout. On a pas mal de clubs et avec Olivier, on a un objectif. Là, pour l'instant, on a à peu près 14 pays référencés sur 4 continents. Et notre objectif à deux, c'est d'avoir à peu près une trentaine de pays au minimum dans les 5 à 10 ans à venir. D'accord. Alors, comme tu disais, au Vietnam, oui, c'est vrai que je suis le premier occidental à avoir eu un titre de maître officiel au Vietnam. Je suis diplômé d'État au Vietnam, j'ai le titre de maître, je fais partie de la Fédération mondiale et au niveau des hauts gradés de la Fédération mondiale, je fais partie des 10 plus hauts gradés au monde. D'accord. Eh bien, félicitations. Et maintenant, venons-en à Olivier. Donc, Olivier, alors, que dire? Bon, déjà, tu es proche de Robert Paturel. Bon, tu es instructeur au sein de l'Académie Paturel. Tu as notamment été instructeur en Afrique. Tu as été l'un des pionniers du Muay Thai en France. Donc, il y a longtemps, hein, à l'époque de Roger Pachi, de André Raoul Richardin, mais même Lamy, avant, en fait, avec Raoul Lamy, notamment. ouais, Et tu es aussi maître en arts martiaux traditionnels vietnamiens. ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot quand même sur ce que tu as fait? Bon, bah, moi, on a commencé en 68. Donc, bon, j'ai commencé par différents. C'est toute une évolution, hein. Et donc, à partir de là, bon, moi, j'étais intéressé au départ surtout par la compétition, par le combat, parce que j'étais très actif. Et moi, le côté combat, c'était le côté qui m'intéressait. Donc là, j'ai une très, très grosse expérience dans le combat parce que je me suis carrément orienté à 100% dedans. Et j'ai fait quasiment ça, quasiment presque toute ma vie, hein. Bon, ce qui m'a permis aussi de voir et de mettre en évidence l'efficacité du travail, c'est que moi, si tu veux, j'ai mis en évidence ce que je faisais parce que je l'ai appliqué dans la rue, parce que ouais, je travaillais dans les discothèques. Et puis bon, il y a une époque quand même où bon, la vie était différente d'aujourd'hui, hein. Avant, les gars, ils n'avaient pas un flingue et ils tiraient dessus, quoi. Aujourd'hui, tu fais un geste, le mec, il te sort un flingue, il te tire une balle, quoi. Mais bon, il y a une certaine époque, c'était pas comme ça. Il y avait plutôt quelque chose de plus loyal, ce qui n'existe plus. Mais bon, c'est ce qui a orienté un petit peu le travail du développement donc du VMA, c'est ce on va en discuter avec Frédéric et puis toi, hein. Le VMA, c'est quelque chose que nous, on a mis au point, Frédéric et moi, de par notre retour d'expérience. Et voilà. Donc,
Maintenant, pour revenir à ce que tu disais au niveau du Muay Thai, j'ai développé donc en Argentine le Muay Thai, j'ai développé en Angola, au Gabon. Au Gabon, toi par exemple, je suis le premier à avoir amené le Muay Thai au Gabon. Il n'y a personne d'autre, hein. Et d'ailleurs, personne ne peut contester, hein. Et voilà. Bon ben, c'est un travail. Frédéric et moi, on s'oriente pour développer. Le développement, c'est passer le savoir-faire à d'autres, si on n'est pas éternel. Donc, notre objectif pour dans l'idéologie, c'est que d'autres personnes puissent travailler notre style, notre méthode, surtout la méthode. Voilà. Donc D'accord. voilà, je vais laisser Frédéric continuer là-dessus. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ben justement, venons-en à ça. Je voulais savoir, qu'est-ce que le VMA? Déjà, VMA, ça signifie quoi pour les lettres VMA? Moi, je le sais, mais je veux que vous le disiez. Et c'est quoi le VMA en fait? Ça comporte quoi? Ça correspond à quoi? C'est quoi? Donc, le VMA Défense, c'est Vietnamese Martial Art. Donc, c'est basé sur les méthodes de l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge. Donc, c'est tous ces pays du Sud-Est de l'Asie ont une spécificité dans la manière de travailler dans le combat. Et particulièrement le Vietnam, qui a été un pays qui a été longtemps en guerre, on connaît l'histoire, hein, la France, les Japonais, les Américains et tout. Et les Vietnamiens ont une force d'adaptation. Et la méthode de combat, eux, ce qu'ils voient, c'est simplement l'efficacité. C'est de trouver une méthode qui permette de travailler une technique de combat et de défense qui soit hyper efficace et peu importe si on doit bouger les choses. Donc la méthode de VMA, Olivier, moi et puis des élèves, hein, je peux pas dire le nom parce que certains élèves sont officiers de la police nationale, sont au gradé dans la douane et tout. Donc, et avec l'expérience de plus de 50 ans de pratique, on a fait cette méthode qui s'appelle le VMA Défense, qui est basée sur des techniques sur des attaques. Bon, alors, pour aller droit au but, c'est-à-dire qu'on peut frapper de 8 manières différentes. De haut en bas, de bas en haut, de manière diagonale et tout. Donc voilà, sur une attaque, il y a 8 attaques qui sont possibles. Après, elles sont à main nue, elles sont avec un tesson de bouteille, elles sont avec un couteau, avec une matraque, peu importe. Ce sera toujours une attaque de haut en bas et donc on va adapter, voilà, et on va adapter la défense par rapport à l'attaque. Hein. Donc si elle est à main nue ou avec une arme. Donc on adapte, mais c'est toujours les mêmes familles d'attaques. Donc on a toujours cette famille de défense. Donc on a basé le VMA défense sur tous ces grandes familles d'attaques qui sont quasiment 80% des types d'attaques qu'on peut avoir dans la rue. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la défense de rue. C'est pas de la bagarre de rue, c'est pas de la self-défense, c'est la défense de rue, c'est-à-dire tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Tu te fais attaquer dans la rue, tu te fais attaquer dans un bar, tu te fais attaquer à la sortie d'un restaurant, peu importe. Tu es habillé en costume ou en survêtement et celui qui t'agresse est gaucher, droitier, il est grand, il est gros, il est petit, il est nerveux ou peu importe, il aura toujours le même style d'attaque. Donc, tout est basé là-dessus. Et ce qu'on a vu avec mon frère, dans tous les pays où on développe ces systèmes-là, que ce soit en Algérie, Maroc, États-Unis, Argentine et tout, dans tous les pays où les gens ont adopté un petit peu notre méthode de travail, ils s'aperçoivent que c'est hyper efficace. Et maintenant, il y a même des gens qui nous demandent dans l'armée, dans la gendarmerie, dans des services de sécurité et tout, d'apporter justement cette méthode qui est très efficace. C'est-à-dire que nous, on cherche la simplicité et l'efficacité. D'accord. J'aurais une question après à vous poser à tous les deux, mais J'ai juste je vais rajouté une laisser chose. Olivier. Nous, on fait concurrence à personne. Ah bah oui, ça c'est clair. On a notre propre savoir et nos techniques. Nous, personne ne peut rien dire sur notre savoir et notre expérience parce que notre expérience, elle est basée sur toute une vie. Tu vois, une vie avec Frédéric et moi, franchement, nous, depuis les années qu'on pratique et qu'on met au point, qu'on améliore, qu'on va chercher vraiment l'efficacité absolue dans une technique, on a travaillé là-dessus des années, hein.
Et aujourd'hui, on en arrive à un résultat qu'on veut faire et qu'on veut partager avec nos élèves et nos enseignants, et puis ça va se transmettre comme ça. Au moins, on laissera quelque chose derrière nous, quoi. Voilà. Ah oui. Et ce qui est important, c'est que avec Olivier et moi, c'est que nous, on enseigne et on a des élèves sur 4 continents. Et il faut savoir que dans les pays, aussi bien aux États-Unis ou dans les pays du Maghreb ou en Afrique, il y a une approche différente de la sécurité, de la manière de travailler dans la sécurité. Et on a pu avoir une expérience avec nos élèves dans tous ces pays-là. Donc une approche de la défense qui est différente par rapport à la culture de chaque pays. Et ça nous fait une force incroyable, quoi. Donc j'ai appris beaucoup, Olivier, de nos élèves et de ce qu'on leur a apporté, parce que ça a été un échange qui a été dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y en a marre quand même de se, toujours se projeter soi-même. On apprend de nos élèves Voilà. et on donne à nos élèves. C'est ça le partage. Parce que le partage, il peut pas être d'un sens, il faut qu'il soit dans les deux sens. Et on apprend toujours de ses élèves parce que par rapport au comportement, leur manière de travailler, etc. Et dans chaque pays, c'est différent parce que chaque pays vont travailler d'une autre manière, ils ont une autre mentalité. Tout n'est pas pareil. Un pays, on travaille différemment d'un pays à un autre. Ah, comme pour dire, dans les techniques de défense, euh, j'apprenais aux Marocains et aux Algériens comment la défense de rue, par exemple dans le métro, dans la rue, si on se fait agresser. Ah, j'ai dit, bah, si on sait qu'on va sortir dans un endroit qui est un peu louche, où il y a des risques d'attaque, bah, c'est d'avoir une boîte d'allumettes et puis de la lancer à la figure si le gars a une arme devant toi. Tu craches Donc dessus aussi. voilà, et bah, c'est ce que m'avait dit le Marocain. Il dit, bah nous, au Maroc, c'est plus simple, hein. On lui crache à la figure, on lui met une droite. Ah, voilà. Donc, dans la défense de rue, il faut arrêter de dire la self-défense, c'est des techniques qui sont jolies. Non, c'est quelque chose qui doit être efficace. Tu vas droit au but, ça marche, peu importe comment tu fais, mais le principal, c'est que ta défense, elle soit efficace par rapport à l'agresseur. Et l'agresseur dans la rue, les gauchers, les droitiers, les gros, les grands, les petits, peu importe, mais voilà. Ta technique de défense, elle doit être hyper efficace et ça doit marcher à 80-90%. D'accord. Et j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. En fait, bon, toi, Frédéric, tu es issu des arts martiaux vietnamiens. Olivier aussi. Mais Olivier, bon, t'as aussi été champion de Muay Thai. Tu as aussi, bon, tu es aussi instructeur au sein de l'Académie Paturel. Et en fait, chacun, vous avez apporté quoi dans cette méthode, dans le VMA Défense? Chacun a sa propre expérience. Et quand tu sais, je prends l'exemple, par exemple, Robert. Robert, c'est un ami que j'adore. Il est excellent dans ce qu'il fait. Robert a su compiler son savoir au niveau de la BF, boxe française, au niveau de ce qu'il a vu quand il avait été à Los Angeles, tu sais, au niveau du tonfa, toi, etc. Et il a fait une compilation. Nous, on a fait la même chose, mais en compilant notre savoir-faire qui vient des arts martiaux vietnamiens qu'on a pratiqués depuis notre enfance, des combats qu'on a pu faire dans différents arts martiaux, sports de combat, de tout. On va pas dire spécialement c'est une discipline qui nous a amené quelque chose, non. C'est la compilation de tout ça qui nous a amené à aujourd'hui euh, pouvoir comprendre et pouvoir résoudre un problème sur une attaque par rapport à une défense. C'est ça, Voilà. Frédéric. Et il faut savoir que Olivier et moi, bon, on a commencé, on était gamins à Fontenay-sous-Bois dans les années 65, 68. Euh, on, on avait cette passion déjà de tout ce qui était arts martiaux, sport de combat et tout.
Donc, on s'est entraîné à Clichy dans la rue en pleine nuit. On était un peu, on était un petit peu cinglés. On faisait, on s'entraînait dans la rue, même en pleine nuit. On faisait des footings. On, On on- s'entraînait on faisait des ciseaux à la tête, n'importe quoi. Mais sur le macadam, on faisait des chutes. Comme- c'est-à-dire qu'on était passionnés de d'arts martiaux et de sports de combat. Et on a eu un parcours un peu parallèle, même si Olivier est parti plus dans la boxe, il a toujours été dans les arts martiaux. Et même moi, si j'étais dans les arts martiaux, j'ai toujours suivi le parcours de la boxe. Donc avec Olivier, on allait par exemple au Faubourg Saint-Antoine, au Club 107. Moi, j'enlevais le veau-fouque, je mettais le short avec Olivier, on donnait des cours de boxe et puis le soir, on mettait le veau-fouque, on faisait des cours d'arts martiaux. On a toujours été baignés ensemble, arts martiaux et sports de combat. Et on n'a pas de dualité Olivier a une expérience, moi j'en ai une, mais on sait la mettre au profit de nos élèves. Et on arrive à trouver un sens de pratique dans les arts martiaux et dans le sport de combat. Parce que ce soit la différence des arts martiaux et des sports de combat, c'est que les sports de combat, il y a la compétition. Donc, c'est surtout un aspect compétitif. Mais le but d'un sport de combat, c'est d'avoir une efficacité, une gauche, une droite, un coup de pied qui soit efficace. Dans les arts martiaux, dans les vrais arts martiaux, dans ceux qui pratiquent vraiment les styles anciens, c'est pareil, c'est trouver l'efficacité dans la technique de combat. L'art martial, c'est un art de combat. C'est avant tout, on est un guerrier. Et quand tu es sur le ring, c'est pareil. Tu dois être un guerrier. Donc, en finalité, si tu enlèves la médaille ou la coupe que tu vas gagner, au bout du compte, c'est est-ce que tu es un véritable combattant ou non? Et dans les arts martiaux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rêveurs, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Et dans les sports de combat, c'est la même chose. Et dans nous, la méthode que l'on fait, c'est qu'Olivier et moi, on a une expérience véritable du combat, du sport de combat, des arts martiaux, avec des grands maîtres, avec des véritables maîtres dans toute et l'Asie, des en France et véritables tout. experts Et aussi. voilà, et des véritables experts. Euh, Moi, je sais très bien, euh, sur Boulogne, il y a la boxe professionnelle, tu peux te renseigner. C'est les premiers qui me disent, ah ben, Fredo, c'est quand qu'on fait un gala ensemble, un combat d'arts martiaux, un combat de boxe, un combat d'arts martiaux. Ouais, parce que il voit très bien que la méthode que nous on fait dans notre style Minlong, dans les arts martiaux et dans le VMA, qu'on fait des choses qui sont vraiment efficaces. On cherche pas à faire de quelque chose de beau, on cherche de faire quelque chose qui va droit au but, c'est quelque chose qui marche. D'accord. Et ça, le gros problème aujourd'hui des arts martiaux, c'est que y a trop de gens qui font un peu n'importe quoi. Et qui ont peur, Et qui n'ont pas qui ont peur, d'expérience ouais, réelle. ou qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent à leurs élèves. Ça, c'est encore pire. C'est de montrer une technique de combat qui est irréalisable dans la rue ou si tu te fais agresser. C'est sûr que la plupart des techniques de combat qu'on voit aujourd'hui, il n'y a rien qui peut marcher, hein. C'est beau sur l'écran, c'est beau en démonstration, mais dans la rue, ça ne marche pas. Mais bon, C'est il y a vrai. beaucoup de gens qui pensent que ça marche dans la rue, mais parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à une vraie situation, tu vois. Parce qu'avec Olivier, on a fait à peu près combien? 15 ans de sécurité, Les boîtes de les boîtes nuit, de nuit, les protection casinos, rapprochée. on en a fait énormément. Moi, c'est au Vietnam, j'ai des élèves qui sont dans la police, dans l'armée. Olivier aussi, c'est pareil. À nous deux, on a quand même une grande expérience. D'accord. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, je vois que vous avez tous les deux de très beaux t-shirts. Donc, c'est quoi Ouais. les logos qu'il y a et c'est quoi vos t-shirts? Alors, moi, le mien, c'est les 50 ans de nos clubs. C'est mon D'accord. école, pas l'école Minong, avec mon frère Olivier, et puis avec toute ma famille, mes enfants, tous les gens qui pratiquent avec nous, parce qu'il faut savoir que l'école Minong, c'est quand même 4 générations dans la famille Marion. Et dans mes élèves et dans les élèves d'Olivier, on a des gens qui pratiquent depuis 40 ans et même plus. J'ai même des élèves qui sont plus âgés que moi et qui ont plus d'années de pratique que moi. Et D'accord. en sorte, j'appelle plus ça des élèves ni des disciples, hein, parce que ça, c'est les gens qui aiment bien, ils sont maîtres. Mais bon, moi, c'est plutôt des amis, c'est une grande famille. Moi, j'ai des gens, j'ai vu leurs enfants naître, ils m'appellent tonton Fredo. Voilà, je me vois pas me faire appeler maître dans les stages. Et quand je leur donne un cours, et c'est pareil pour moi, pour mon frère Olivier. Il y a une dimension qui est, nous, on a voulu mettre dans l'école Minlong, donc c'est une dimension humaine.
c'est un partage entre amis, entre familles. Ça, c'est important. C'est intergénérationnel. C'est ça qui est le plus important. C'est tout ce que tu peux laisser, le message que tu peux laisser aux jeunes, aux moins jeunes. On est tous ensemble pour développer au maximum et puis que ce soit des familles qui s'investissent complètement. D'accord. Bon, moi, mon maillot, ben voilà, c'est un cadeau de mon ami Soudaret. Il est parti en Thaïlande, quand on est revenu, il m'a ramené, il m'en a ramené trois maillots magnifiques, tu vois, que j'adore, tu vois. Voilà. Bon, j'ai aussi les maillots de l'école Milongue, les maillots VMA surtout, parce que moi, je suis 100% pour le développement du VMA avec Frédéric. Et donc, à ce propos, le VMA, euh, on est en train de développer on va dire, au niveau mondial, parce que, euh, par exemple, toi, tout comme mon frère, moi j'ai des clubs en Argentine, j'ai des clubs en Angola, j'ai des clubs au Gabon. Euh, Tu sais, j'ai voyagé à chaque fois que j'allais quelque part. Bon, comme j'y étais on va dire, au niveau professionnel, je développais à chaque fois où je cherchais une école d'arts martiaux ou de sport de combat, où j'y allais et puis j'arrivais à enseigner au fur et à mesure comme ça parce que les gens ils reconnaissaient ma valeur parce que tu sais à force de bastonner et puis de monter sur le ring ou d'aller sur le tatami ou de mettre les gants avec tout le monde, bah il y a un moment ça devient un automatisme. Tes techniques, c'est facile, quoi. Voilà. Donc voilà, donc l'objectif, il est de développer. Donc Frédéric il va expliquer mieux que moi, hein, parce que Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Aujourd'hui, on est présent sur 4 continents. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et tout. Donc, et là, on a à peu près entre 15 et 17 pays officiels. Et notre objectif pour la promotion du VMA et de l'école Minong, c'est d'avoir dans les 10 ans à venir à peu près une trentaine de pays. On a déjà des contacts avec les gouvernements de plusieurs pays d'Afrique. Donc, on va développer que ce soit aussi bien Afrique du Sud, Angola, le Gabon, le Congo, etc. On a déjà un représentant pour tous ces pays d'Afrique. Madagascar, Madagascar, Maurice, île Maurice, etc. On a quand même, on a énormément de pays, on a beaucoup de contacts, des gens qui ont de l'expérience. Et ce qu'on arrive à faire, parce que on a quand même des clubs qui existent depuis plus de 30 ans dans les pays d'Afrique et d'Asie et d'Europe. Et c'est des gens qui sont en contact avec des vrais passionnés d'arts martiaux et de sport de combat. Des gens qui veulent faire aussi bien la défense que le traditionnel et qui veulent aller vers des gens qui ont une véritable passion et qui veulent laisser derrière eux quelque chose. Et c'est ça que la force qu'on a. C'est qu'à chaque fois, dans tous les pays où ils disent que nous, on a une dimension, pas simplement de l'efficacité, mais il y a une dimension humaine. C'est le fait d'un véritable partage qui se fait entre hommes, en famille, et on touche. Je discute avec les prochaines générations, avec les enfants des responsables des pays. C'est les enfants qui vont nous remplacer dans 15-20 ans quand nous, on sera plus là. Et il y a vraiment ce partage qui est vraiment phénoménal. C'est D'accord. incroyable. Donc aujourd'hui, la vie dans le monde, elle est tellement compliquée que nous, si on peut apporter quelque chose où on peut avoir vraiment un sentiment de partage, de respect, d'amitié entre les peuples, ben ça c'est magnifique. Et si c'est le sport, les arts martiaux qui peuvent contribuer à ça, à donner une image de notre pays, une autre image que voilà, de dire dire qu'on va de l'avant tous ensemble, main dans la main, peu importe la religion, peu importe la politique, peu importe le sport, on est là pour aller de l'avant et puis partager. et je vais reprendre un ancien dicton, hein, ce qu'on se dit souvent dans les salles de sport. euh, Quand on transpire tous ensemble. Voilà. Et tu vois, il n'y a pas de. La sueur est la même dans n'importe quel pays. Voilà, c'est comme le sang, tu te coupes, on a tous le sang rouge, hein, pour tout le monde. Euh, voilà, donc toutes ces idéologies de racisme, etc., chez nous, ça n'existe même pas, ça n'existera jamais.
Parce que on partage et le partage, c'est tout le monde, la globalité, le monde entier, quoi. De chaque pays, chaque personne vit de sa manière dans son pays. Et tout ça, c'est à travers ces voyages et ces expériences que tu découvres qu'en fin de compte, tout le monde a le même objectif, tout le monde a la même idée, mais seulement des fois c'est mal interprété, c'est mal compris. Mais en fait, c'est juste une remise en question des choses et remettre dans, on va dire, réorganiser les choses de sorte à ce que tout le monde parte dans le même principe de travail. C'est ce qu'on fait dans les arts martiaux, dans les sports de combat. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, vous avez en partie déjà répondu aux deux prochaines questions que j'avais, mais vous allez peut-être aller plus loin dans les réponses. Je voulais vous demander quels sont les fondateurs de cette méthode, donc les fondateurs du VMA Défense. Donc, c'est vous deux. Alors, Et bah, c'est bien un grand mot, fondateur. Bon, c'est vrai que nous, on est à la tête de la méthode VMA Défense, mon frère Olivier, mais en plus, tous les gens avec qui on pratique depuis des années, il y a certains, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux pas donner les noms parce qu'ils ont des postes importants dans l'administration, que ce soit dans la police nationale, dans la douane, etc. Donc, c'est des gens qui nous ont apporté aussi. Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent bah voilà, c'est la méthode. Bon, je vais pas dire les noms de style ou de méthode de combat, mais à chaque fois, c'est toujours c'est moi qui suis à la tête de ça. Mais les gens oublient que c'est aussi certains de tes élèves que tu rencontres dans la vie qui t'apportent certaines expériences qui fait que ta méthode est efficace. Tu peux pas être tout seul à la tête de quelque chose. C'est parce que tu as partagé avec des gens. Des fois, c'est simplement, des fois, c'est un enfant qui peut aussi te montrer, t'ouvrir les yeux sur une technique. C'est pas forcément toi qui est toujours qui est capable de créer tout seul, et puis tous les autres, c'est que des élèves. Non, c'est parce que tu sais t'ouvrir dans ton enseignement. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on veut, c'est partager avec les gens. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à nous apporter de plus, eh ben, on l'accepte. Enfin, Et ce qui est important aussi, il faut rester humble. voilà. Et le gros problème aujourd'hui, où le problème se trouve, c'est que tu as des maîtres partout, ça pousse comme des champignons, des maîtres machin, appelez-moi maître. Nous, franchement, les gens qui nous appellent maîtres, ça nous fait chier, quelque part. Maître machin, bah, regarde, toi, j'étais en Afrique là-bas, en plus là-bas, ils adorent mettre en évidence, mettre. Mais bon, à la fin, ça devient chiant. Moi, je dis, c'est comme Frédéric, appelez-moi Frédéric, appelez-moi Olivier, mais bon, maître, machin, on s'en fout. Tu sais, quand on sera quelque part, un jour, on sera dans le trou, comme tout le monde, hein, c'est la destinée de tout le monde. Bon, ben, voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ne sera pas oublié, parce qu'on aura créé une méthode, comme certaines personnes, des amis à moi qui ont créé leur méthode, qui sont super et géniales. Hein. Et tu sais, c'est pas parce que tu as une boulangerie en face que ton pain est meilleur. Tu vois la chose, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rester humble. Et nous, on cherche pas à se faire appeler maître, machin. Il faut se mettre, se prosterner devant nous, mettez-vous à genoux, amenez les bougies, les bâtons Voilà. d'encens. Voilà. Hein. Parce que le gros problème aujourd'hui dans les arts martiaux, c'est que les gens, ils se font appeler maître et ils adorent ce titre parce que ça leur permet d'avoir un statut, de représenter quelque chose qui est complètement faux. Moi, comme je disais souvent, mes élèves, mes plus anciens, c'est plus des élèves, c'est des amis. Et j'ai vu naître leurs enfants. Donc, leurs enfants m'appellent tonton Fredo ou papy Fredo. Donc, je vois pas ces enfants venir dans un stage ou dans un cours et m'appeler maître. Je trouve ça complètement décalé. Maintenant, quand on a un titre de maître, eh ben oui, on a un titre de maître, c'est bien. Que tes élèves disent, ah bah je m'entraîne avec Dupont qui a un titre de maître, bah oui, c'est bien, c'est un respect. Mais pourquoi quelqu'un que tu connais depuis 30, 40 ans, il va t'appeler maître devant tout le monde pour te faire plaisir? Non, il doit t'appeler par ton prénom parce que si il s'entraîne avec toi depuis 40 ans, c'est que c'est un ami. Non, mais ça c'est une Ah oui, question, on va dire, c'est une question de mentalité. Maintenant, bon, tu sais, c'est comme dans le boulot. Tu as le grand chef, et tu as le grand PDG de la boîte, la plupart du temps, le grand PDG de la boîte,
c'est le gars le plus simple du monde. Et puis le petit chef qui est entre les deux là, lui il veut faire voir que c'est le petit chef. Alors je suis le petit chef et puis je fais chier tout le monde quoi. En gros, c'est comme ça dans le travail et dans les arts martiaux. Et puis ça a toujours été et ça continuera. Maintenant, nous, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est simplement pour développer ce qu'on connaît et ce qu'on connaît bien et partager de sorte à essayer on va dire, nous, on cherche pas à rendre le monde meilleur, un petit peu comme les apôtres, tu vois, mais on va essayer à travers notre savoir d'amener quelque chose en plus, c'est notre pierre à l'édifice qui sera et qui, nous espérons, restera dans tout ce qui est pratique des arts martiaux, des sports de combat, etc. Et on n'est pas les seuls sur Terre. Mais l'avantage que nous, on a eu, c'est qu'on a baigné dedans depuis la plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui et trouve des gens qui ont, mis à part certains, des exceptions, comme, je n'ai pas les noms, mais moi j'ai des amis que tu connais d'ailleurs, voilà, c'est des géants. Mais si tu veux, qui aujourd'hui a pratiqué toute sa vie comme nous, tu vois, aujourd'hui j'ai 65 ans, moi j'ai commencé, j'étais un petit gamin, j'avais entre 6 et 7 ans, tu vois, voilà, et toute ma vie j'ai jamais arrêté. Les gens ils me disent, mais tu fais encore du sport, tu t'entraînes encore? Je dis, bah oui, comme mon pote Freddy Lépine, tu vois, moi, je le dis parce que voilà, il a 72 ans, il se défonce et tout, et c'est un ami, tu vois. Et voilà, on se connaît tous dans le domaine. Hein. Faut pas rêver. Hein. On se connaît tous. Donc, moi, je connais la valeur de tous ceux qui sont, on va dire, sur les médias, hein, les bons, hein, les vrais, quoi, hein, parce que t'en as beaucoup, c'est des pas bons. Mais il y a des très, très, très bons, mes amis, ceux que je connais, et ceux qui me connaissent, et d'autres. Hein, voilà. Donc, on ne veut pas se mettre devant qui que ce soit. Nous, on a notre propre école, notre propre méthode, et notre méthode, elle est prouvée, et même ces gens-là seront les premiers à te le dire, que nous, c'est pas du faux, quoi. Voilà. C'est surtout ça c'était un petit peu le mot de la fin, hein. Nous, on montre pas des choses qui sont fausses, parce que ce qu'on montre, on l'a prouvé, on l'a affirmé et confirmé. C'est ça la différence. Voilà. Et comme je reprends ce que disait Frédéric, il y a 8 attaques principales. Il n'y en a pas 50 000, hein, il y en a 8. Un petit peu comme les 8 directions. Et sur ces 8 attaques, on a basé toutes les défenses possibles qui sont les plus efficaces possibles. Parce qu'on les a testées. Tu vois. Et quand on regarde bien le résultat, et c'est la vérité, tu peux regarder dans n'importe quel sport de combat, art martial, etc. Tu verras que, en fin de compte, tu peux compter combien les angles d'attaque, les angles ils peuvent être de haut en bas, de bas en haut. Et même la latérale, mais à chaque fois il y a des degrés, tu vois les degrés. Mais tu sais, un degré il peut être comme ça, comme ça, comme ça. Mais s'il vient de là, une attaque du côté, elle peut être à ce niveau-là, mais à être à plusieurs degrés. Mais c'est toujours une attaque qui vient d'ici. Pour te donner une image. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai attaqué, mais l'angle, machin. Mais non. Si c'est une attaque du côté, elle travaille comme ça. Une attaque de face, elle comme ça. Une attaque latérale, une attaque de haut en bas. Voilà, tu comprends? C'est pas haut en bas, puis une croix parfaitement linéaire. La croix, on va dire les angles, les secteurs peuvent bouger. Voilà, en gros. Mais bon, on va pas faire de la mathématique ni de. Hein. D'accord. Voilà. Par contre, Olivier, tu as parlé de mots de la fin, mais non. J'ai encore une question et je voulais savoir comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour promouvoir le VMA Défense? Allez, vas-y, Frédéric. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, on est déjà basé dans pas mal de pays, hein, donc sur 4 continents, et avec des gens qui ont au minimum 30 à 40 ans de pratique. Donc, c'est pas des jeunes.
C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont formé déjà 2, 3 générations dans leur pays, qui ont envoyé pas mal d'élèves dans plusieurs pays d'Afrique et à travers le monde. Et c'est des gens où on a des relations pas simplement de prof ou de business, c'est des relations qu'on a vraiment d'amitié. Par exemple, quand tu vois au Maroc, c'est Ahmed Radji, c'est le président de l'Union mondiale de notre école. C'est un homme qui a quasiment mon âge. Je le connais depuis 30 ans. C'est notre ami. On, on est ensemble. Il va être à la retraite. On a des projets ensemble quand il va être à la retraite et tout. Donc, ce qui veut dire, et on a un potentiel de gens qui sont au Maroc, en Algérie et tout, en Égypte, en Tunisie, c'est des gens qui bougent beaucoup. C'est des gens qui, par exemple, le gars, il est ingénieur, il va partir dans tel pays pour avoir un boulot, pour améliorer sa vie. Mais comme c'est un vrai passionné dans les arts martiaux et sports de combat, c'est quelqu'un qui va automatiquement ouvrir des clubs dans les pays. Aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, c'est un Marocain qui a lancé les arts martiaux vietnamiens aux États-Unis. Bon, et c'est pareil dans pas mal de pays. Donc, ce qui fait qu'on a une grande force, parce que tous les pays du Maghreb sont avec nous depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, en gros, pour dire par là, nous, dans chaque pays, on connaît des gens hyper Voilà. pointus. Hein, toi, Madagascar, Jean-Marc Kumba. Ouais, ça, c'est un plus qu'on a. La Réunion, donc il va s'occuper de Madagascar, la Réunion. Au Congo, Guy Van Eslas Ngomba, etc. Au Gabon, bon, y a différentes personnes. Hein, je dirais pas encore les noms, mais voilà. Mais n'empêche qu'on a des contacts partout. Et nous, notre souhait, c'est de développer au maximum avec les gens les plus compétents possibles. Parce que, si tu veux, ce qu'on fait, nous, on organise. C'est-à-dire, on fait des nominations hein, de gens qui ont une expérience et un vécu. C'est-à-dire des gens qui ont entre 25, 30 ans d'expérience. Tu vois, c'est pas des Mickey. Hein. On va les voir, on met au point nos méthodes de travail, c'est-à-dire le protocole de travail avec nos méthodes qu'on développe, on les valide à travers des stages qu'on fait avec les, ces personnes-là, qui eux-mêmes vont pouvoir former leurs élèves sur nos méthodes, etc. Voilà le type de travail. En fait, c'est un partage. Et tu vois, et on est adaptable dans n'importe quelle discipline. La preuve, tu vois, je te donne un exemple. Au Congo, par exemple, Guy Vaneslas Gomba, lui, il est septième dan de Jujutsu. Tu vois, tu vas dire, bah merde, ça n'a rien à voir avec nous. Eh ben si, on a réussi à adapter ce qu'il fait et ce qu'on fait par une méthode qui permet à n'importe qui de n'importe quelle discipline, bien sûr à haut niveau, parce que là c'est quand même quand même du haut niveau, quoi. Hein, de pouvoir s'adapter à nos techniques. Tu prends Jean-Marc Kumba qui se trouve à Madagascar, lui, champion, il était champion du monde en kickboxing, etc. Et je le connais très bien, c'est un ami. Hein. Et même lui, dans son sport qui est 100% combat, tu prends Mesa H, qui est mon ami, tout le monde le connaît. Hein, lui, pareil, il est au niveau du VMA pour le développement, hein, etc. Les Marocains, en Russie, Frédéric, il a des contacts Ouais, surtout là-bas. en Biélorussie, en Ukraine et tout. Mais et en plus, il faut ça. On a l'avantage, c'est que on a des gens qui ont de l'expérience, qui sont dans la politique. Par exemple, si tu prends les pays du Comore, c'est l'ambassadeur des Comores au Maroc, c'est le doyen euh, dans dans son métier au niveau de l'Afrique. Donc, il est en contact avec pas mal de pays. Et on a signé un engagement avec le Maroc et les Comores. C'est que tous les Comoriens, il faut savoir que les Comoriens vont beaucoup apprendre en université au Maroc. Il y a un accord entre les deux pays. Et donc, nous, on a fait un accord avec l'ambassadeur des Comores au Maroc et nos clubs au Maroc, comme quoi
les Comoriens vont être formés gratuitement dans l'art martial vietnamien et dans le VMA au Maroc. Et quand ils vont repartir aux Comores, ils pourront ouvrir un club dans leur ville. Donc, toi, ça, c'est un accord qu'on a fait il y a un an. Et toi, et c'est des choses qu'on fait comme ça dans plusieurs pays. Mais nous, on le fait d'une manière, ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré, on a mangé ensemble avec l'ambassadeur des Comores et tout, et il nous a invités dans son pays l'année prochaine pour faire un événement lors d'une fête nationale. Tu vois. On a plein d'avantages comme ça, parce qu'on a énormément de gens qui nous suivent dans notre école au niveau mondial. Puis, tiens, Frédéric, il va expliquer aussi pour les 50 ans de l'école Minlong, parce que ça, c'est extrêmement important. Hein, et justement, à travers ton interview, on peut en parler, parce que Mmh. les 50 ans de l'école, c'est quelque chose, parce que l'école Minlong, c'est vraiment une très, très grande école. Hein. Ouais. Donc, voilà, donc il y a des Ben, maillots. il y a le logo là, des Voilà. 50 ans de l'école. Ouais, donc on va faire les 50 ans de l'école au mois d'avril en France, donc où on implique tous les clubs de France et des pays qui vont venir chez nous, donc tels que des pays d'Afrique, des pays du Maghreb, dans plusieurs pays d'Europe. Donc les gens vont venir au mois d'avril chez nous. Ensuite, on va faire à Rabat le week-end du 22. On va faire les 30 22 avril. avril, ouais, au mois d'avril. Donc les 30 ans de tous les pays du Maghreb et des pays d'Asie. Donc il va y avoir une grande fête à Rabat. Donc, et là, on accueille à peu près une quinzaine de pays au minimum. D'accord. Donc, et là, il va y avoir des rencontres, discussions. On va mettre en place des échanges. Il y a déjà la ville de Boulogne aussi qui a un projet de faire un jumelage avec une ville au Vietnam où j'ai des clubs. Pour te dire, il y a des choses qui se font au niveau international avec des échanges qui sont importants. D'accord. Et j'ai une toute dernière question qui m'est venue à l'esprit. Tout à l'heure, j'ai souri parce qu'en fait, Olivier, tu m'as arraché un mot de la bouche. Heureusement que tu l'as pas dit dans le même sens que moi. Tu as prononcé le mot stage. Et justement, je voulais savoir si jamais un jour, il y a, je ne sais pas moi, un club de Krav Maga ou de Pencak Silat ou de karaté qui veut vous faire venir en stage pour faire un stage de VMA défense sur une journée ou 2 journées. Est-ce que Mhm. vous êtes ouvert à ça? Bah, Et si écoute, oui, comment vous contacter pour ça? bah, bah, pour nous contacter, c'est facile parce que tu sais, sur Internet, par exemple, tu tapes Olivier Marion ou tu tapes même Frédéric, on est joignable. Hein. De toute façon, ouais, que ce soit minlong.fr, Olivier Marion ou Frédéric Marion, sur Facebook, automatiquement, tu tomberas sur un site. Et moi, ma page Facebook, ça parle que d'arts martiaux. Olivier, c'est pareil. Et puis, au niveau de Minlong, c'est la même chose. Donc, nous, D'accord. on n'est pas fermé. C'est-à-dire que la méthode qu'on peut faire, elle est adaptable pour toute discipline, que ce soit même du karaté, Et, de taekwondo, n'importe quoi. et je vais te dire, regarde, moi, je vais donner un exemple très clair. Il y a un club de Krav Maga qui veut qu'on vienne apporter quelque chose. On ne veut pas dévier de leur technique. Moi, je vais leur demander sur quelle matière ils veulent travailler, sur quoi exactement. Et j'adapte, par exemple, les techniques ou la méthode sur ce qu'ils veulent faire. Par exemple, on m'a demandé, par exemple, des stages de Muay Thai, par exemple en Muay Thai, hein, on m'a demandé des stages plutôt basés sur les techniques de coude ou d'autres sur des techniques plutôt basées sur le genou ou des stages qu'on a fait avec Frédéric, avec Soudaret, Kitty, des stages où les gens voulaient plutôt travailler un petit peu les enchaînements de pieds-points, tu vois. Donc, on adapte toute la technique suivant ce que. Donc, on peut travailler avec tout le monde. Hein. Moi, ni moi ni Frédéric, on va refuser même d'aller faire des stages. Regarde, je suis allé à côté du Havre, hein, à Port-Jérôme. On m'a invité dans un club d'aïkido. L'aïkido, c'est et je me suis fondu dans son cours, le professeur, et j'ai adapté une technique qui se rapprochait le mieux de la leur.
mais tout en restant dans l'efficacité. Et c'est même là, il m'a dit, le prof, il m'a dit, franchement, Olivier, ce que vous faites, c'est génial, quoi. Tu vois. Et nous, on fait ça dans n'importe quelle discipline. Mais de toute façon, il faut savoir que le VMA défense, c'est une méthode. C'est une méthode de défense de rue. Dans la défense de rue, peu importe, tu as toujours une droite qui va arriver, un coup de couteau qui arrive, un coup de matraque, un tesson de bouteille, ça va être toujours le même type d'attaque. Donc, c'est-à-dire que peu importe que tu fasses du karaté, du viet, de la boxe, tu prends un coup de couteau dans la figure, c'est toujours la même chose dans la rue, hein. Donc, quand tu pratiques l'aïkido, le karaté, la boxe ou les arts martiaux vietnamiens, eh ben, il faut faire une technique de défense qui soit efficace. Donc, le VMA défense, c'est une méthode. C'est pas un art martial, c'est une méthode, bien sûr basée à l'origine sur les arts martiaux vietnamiens, mais qui a été dans ce qui est le plus réaliste dans la défense de rue. Voilà. Il faut quand même ajouter quelque chose à ça, c'est que il faut pas entendre de ce qu'on dit que c'est juste un blocage. C'est pas juste un blocage, hein. Il y a le blocage ou la parade, etc. Mais il y a toute la technique qui va derrière. On n'en parle pas, mais c'est un concept. Hein. C'est pas uniquement un blocage et puis ça y est, j'ai fait mon blocage, les gars, je suis content. Voilà. Non, non. C'est tout un enchaînement qui va se faire à partir d'une attaque sur 8 angles différents. Tu vois. Mais derrière, il y a toute la série qui va se développer derrière. C'est pas uniquement un blocage et puis basta. C'est comme si on va te dire tiens, t'as un ballon, tu te tapes dedans, puis tu vas mettre dans le but. Non, c'est pas ça. Hein. De toute façon, le principe du VMA défense, c'est une méthode qui te permet de faire une technique de défense de rue, même si tu ne pratiques pas. Et même si tu fais du sport de combat ou même si tu fais des arts martiaux, peu importe, c'est une méthode, ça doit marcher pour tout le monde. Que tu sois un enfant, que tu sois une féminine, que tu sois un homme balèze ou pas, et que tu pratiques ou pas, la technique doit marcher pour tout le monde. C'est ça la défense du rue, c'est pouvoir te défendre sur une agression, point la ligne, peu importe qui tu es et ce que tu fais. Et à ce Voilà. propos, tous ceux qui enseignent, qu'on connaît sur le marché, on va dire, je dis sur le marché, hein, euh, qui sont en activité, eh ben, c'est ce principe-là. Tu peux regarder, hein. Et heureusement, parce que c'est exactement ça. Hein. Comme je disais, hein, il n'y a pas qu'une boulangerie, hein, il peut y en avoir deux, même trois. Hein. Ouais, c'est Nous, on sûr. cherche pas la. On fait de concurrence à personne et on veut concurrencer personne. Par contre, nous, ce qu'on peut dire, c'est que nous, notre méthode, elle est au point parce que nous, elle est, elle a été étudiée, appliquée et bon, et tous les gens qui nous connaissent savent bien qu'on va pas raconter des conneries parce qu'en plus, nous, on a prouvé sur le terrain, quoi. On a prouvé vraiment sur le terrain que ce qu'on dit et personne ne pourra contredire. Et tous les gens qui vont écouter et voir cet enregistrement, ils te diront bah oui, il a raison et c'est la vérité. Hein. De toute façon, dans les techniques de défense, c'est efficacité, simplicité. Voilà, c'est tout. Voilà. Un peu comme dit Cyril Diabati, hein, Et tu vois. Olivier, tu vois, on est tellement connectés que je te jure, j'allais te parler de Cyril Diabaté après. Enfin, j'allais vous parler de Cyril Ben Diabaté. voilà. Mais Et vas-y, ben, je te laisse finir. c'est dans le même concept, tu vois. Bah, là, bon, Cyril par rapport à nous, et toi, il a une morphologie différente, tu vois. Mais je vais quand même donner un exemple réel. Et tu vas voir que ce que je dis, c'est pas des conneries. Quand tu pèses 90 kilos, que tu dois faire un championnat de France, combien de combats tu dois faire avant pour y arriver? Maintenant, quand tu en fais 60 ou moins, combien de combats qu'il faut faire pour arriver champion de France? T'as compris là ce que je veux dire? Tu vois. Maintenant, tu prends un gars super lourd. Alors là, c'est encore pire. Parce qu'un super lourd, il va faire allez, 3 combats ou 4 combats, et puis il va se retrouver directement sélectionné en championnat du monde. Parce qu'il n'y a personne. Mais un gars qui en fait 50, pour combien de combats qu'il va faire pour arriver au même niveau? Eh bien, ils vont faire 10 fois plus, 20 fois plus. L'expérience, elle est où à ce moment-là? Au bout du compte, où est l'expérience?
Hein. Je critique pas, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Parce que maintenant, quelqu'un qui fait 120 kilos, Tu qui est critiques pas les champion poids du lourds, monde, c'est ça que tu veux dire? je vais pas aller me frotter avec un gars qui fait 130 kilos, qui est champion du monde, comme comme Jérôme, le Banner, tout. Voilà, je peux pas me friter avec eux. Il y a, le rapport de force, il est évident. Tu vois, c'est comme le lion dans la jungle. Tu vois. Mais mettons quand même les choses à leur place. Pour quand même arriver au même niveau, quelqu'un qui est beaucoup plus léger, il va se crever le cul 2 fois plus, quoi. C'est ça que je veux dire, en Même vrai. 10 fois plus. Je dis 2 fois, mais voilà, c'est exponentiel. Parce que moi, je combattais, j'ai combattu dans les 54 kilos, toi, 54. Après, j'ai fait j'ai combattu en 56. Après, j'ai combattu en 50, 59. Mais dans cette catégorie-là, mais t'as un monde pas possible. Avant de passer la grille pour arriver champion de France, là. Mais tu vas faire 30 combats, mon pauvre. Et c'est pas dit que tu vas y arriver. Voilà. Après, pardon, ça, c'était vrai à l'époque, mais est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de poids lourds aussi. Il y a de la Bah, concurrence aujourd'hui. beaucoup de poids lourds, pas tellement. Il y a beaucoup de poids lourds, mais quand tu regardes à haut niveau, t'en as pas tant que ça. Prends les poids lourds. Là, je te prends les 95. Bon, 95 kilos, t'en as un petit peu plus. Mais au-delà, allez, 100 kilos. Mais t'as quasiment plus personne. En Muay Thai, tu parles. Bah, dans n'importe quelle discipline. Que ça soit Muay Thai, même kickboxing, tout ce que tu veux. Des poids lourds, t'en as pas beaucoup. C'est pas parce que tu vas faire du karaté que t'en as plus. T'en as pas plus. Donc, le peu qui se répartissent entre le karaté, le judo, tout dans les poids lourds, eh ben, au résultat, bah, tu prends un sport comme le kickboxing, par exemple, bah, il t'en reste 6 ou 7 maximum, quoi, en gros. Et les 6 ou 7, ils se connaissent. Voilà, c'est ça la différence. Bon, j'espère que j'ai donné un petit éclairage sur quelque Oui, chose. bien sûr. Bien Mais sûr, bien je sûr. critique pas ce qu'ils font, c'est bien, parce que si j'étais poids lourd, comment je fais s'il n'y a plus personne qui veut se friter avec moi parce que je suis tellement fort. En gros, c'est ça le truc. Tu prends un Jérôme, le banner. Bah, en France, il va se frotter avec un, 2, 3, 4, mais derrière, quand il a frité avec les 4 meilleurs, il n'y a plus personne en France. Donc il est obligé d'aller se taper avec les 4 meilleurs de je sais pas où, États-Unis ou je sais pas, toi. Et même eux là-bas, ils sont en manque hein, de poids lourds. Ouais, de grands champions qui sont des poids lourds. Bah oui, Il parce n'y que en a pas beaucoup. voilà, parce que maintenant, des poids lourds, t'en as plein. T'en as plein. Tu sors de McDonald's, là, t'as plein de poids lourds. Hein. Mais bon, c'est pas les mêmes. Voilà. Bon, Bon, voilà, Anthony, en tous les cas. c'est sûr. Mais merci beaucoup. Mais justement, pour Cyril Diabaté, je voulais vous dire, je voulais vous dire une chose. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de gens qui étaient pas des faux maîtres, mais voilà, il y a des gens qui ont peur de prouver leur valeur et leur savoir dans les arts martiaux. Et en fait, bon, je vais retrouver un échange sur WhatsApp qui date d'il y a quelque temps avec Cyril Diabaté. Il m'en voudra pas. C'était une discussion privée, mais il m'en tiendra pas rigueur. Et franchement, ça m'a un peu fait penser à ça. Alors, je fais une recherche rapidement pour retrouver. Bah, Alors, voilà. regarde, moi, en 2 mots, Cyril, bon, bah, toi, il a sa morphologie. Dans ce qu'il fait, bah, il le fait bien. Hein. C'est un battant. Maintenant, il faut avoir entre nous, entre parenthèses, les couilles de faire ce qu'il fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'il fait. Parce que dans ce qu'il fait, il va à fond quand même de ce qu'il fait. Hein. Bien sûr. Bon, donc, il est un petit peu comme mon pote André Richard Nam, tu vois, qui était un guerrier qui allait au charbon. Il est comme ça dans le MMA. Puis bon, tu sais, quand t'es deux dans un sport, bah, t'es deux dans un autre. Hein. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que tu fais du MMA que tu sais pas faire de la boxe. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui font du MMA, ils font de la boxe. Regarde, comme Frédéric. Frédéric, pas parce qu'il fait les arts martiaux qu'il ne fait pas la boxe, il a toujours fait de la boxe. Il en a toujours fait. Donc, tu vois, donc tout ça, c'est. Il ne faut pas rester dans une idée, tiens, cette personne pratique tel sport, fait que ça et reste là-dedans. Non. Les gens, ils font.
ce qui leur convienne le mieux, ce qui s'adapte le mieux à leur morphologie, parce que tu sais, tu peux pas faire certaines techniques parce que ta morphologie te le permet pas. Et tu as d'autres personnes qui peuvent le faire parce que leur morphologie le permet. Bien Bon, sûr. donc, moi, Cyril, j'ai rien contre lui. Je pense que, en plus, c'est un gars bien. Il dit les choses vraies. Et puis, c'est vrai qu'il y en a marre des bouffons aussi qui nous font croire euh, hein, prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il m'avait écrit, je discutais avec lui et, et il m'avait expliqué quelque chose et je trouve qu'il a entièrement raison. Il m'avait écrit à l'époque, quand les arts martiaux avaient un vrai sens et que les charlatans n'étaient pas majoritaires, les échanges entre écoles étaient courants. Personne ne traitait le challenger de brute ou de bourrin, car à l'époque, l'affrontement en combat n'était pas déshonorable ou sale. Mais bien sûr, mais parce qu'il a tout compris. Il a tout compris. Et ce que tu dis là, et ce qu'il a dit il y a quelques temps, quelques années peut-être, mais c'est la vérité. C'est exactement ça. Et parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les arts martiaux, ils se sont dénaturés parce que les grands experts qui étaient les anciens qui avaient à une certaine époque, qui sont partis, bah, ceux qui sont venus après, eh ben, ils ont cherché la facilité, la simplicité, sans trop se casser le cul, quoi, en gros. Hein. Et aujourd'hui, bah, ceux qui restent, les vrais, bah, regarde combien qu'il y en a des véritables. Tu vois, je prends un exemple, regarde, Kung Fu, il y a Dan Schwartz. Moi, Dan Schwartz, il était à côté de Crimée là-bas. Là. Moi, j'allais le voir avec Raoul Lamy. Voilà, bon, bah, il fait partie, on va dire, pas des dinosaures, mais il fait partie des gens qui ont œuvré pour leurs arts martiaux à fond. Et Dan Schwartz, il venait faire la boxe avec nous, hein, si tu le sais pas. Hein. Donc, pas parce qu'il fait du kung-fu qu'il sait pas boxer, le gars. Hein. Hein, faut mettre les gants avec lui, tu verras. Hein, parce que moi j'ai mis les gants avec lui. Raoul, on allait avec Raoul là-bas au Shaolin Tao. Tu vois. Et voilà. Bah, voilà mais bon, je t'en citerai plein comme ça, je connais plein. Comme Frédéric, il en connaît plein. Donc, Cyril Diabaté a raison. Ce qu'il a dit là, c'est exactement ça. Donc maintenant, ceux qui ont pas compris, qui le prennent pour eux comme un affront, ils n'ont rien compris. Hein. Ouais. C'est surtout qu'aujourd'hui, les gens ont perdu le sens de la pratique, le goût de la pratique, le goût de la sueur. Savoir s'investir pendant des années, c'est hyper dur. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de pratiquer depuis leur enfance jusqu'à la fin de leur vie et d'avoir le courage de mettre la tenue, le short ou le kimono ou le wofu qui est véritablement sué. Parce que la vérité, c'est la sueur. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est savoir prendre du plaisir. Moi, je m'entraîne aujourd'hui avec mes petites filles, avec mes enfants et tout. Ben, c'est toujours un plaisir c'est dingue. Quoi, quand je vois ma petite fille, elle a 12 ans, elle me donne un coup de pied circulaire en pleine tête et dit, Papy, je veux faire combat avec toi. Voilà, et ben, il faut avoir toujours cette passion, cette envie. Et le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui, en France et en Europe et dans pas mal de pays, hein, des gens qui pratiquent 10, 15 ans et puis ils pensent être déjà des maîtres. Et puis voilà, ils ont la facilité d'acheter un titre de maître, d'acheter un grade. Parce qu'aujourd'hui, on achète un titre de maître et un grade dans n'importe quelle discipline. Voilà, comme à C'est la facile. Samaritaine, Voilà, toi. ça, Samaritaine, c'est le grand marché. Mais les gens, ils se prennent au sérieux. Ils ont, ils ont 15, 20 ans de pratique, ils se prennent au sérieux. Et c'est des Ouais. grands maîtres, ils vont révolutionner. Ils réinventent la poudre. Et puis, ils respectent pas les anciens, tous les vieux maîtres qui sont là. Et il y en a encore. Hein. Il y a encore des grands maîtres en Asie, en France et tout. Et ces gens-là, on parle pas d'eux. On les laisse de côté, on les laisse partir. Et puis, c'est des jeunes qui prennent la place en disant, ah bah moi je suis maître, tout le monde m'appelle maître. Voilà. Voilà. Et c'est ces gens-là qui vont se mettre devant une arme à Mm. feu en disant, à la limite, bientôt ils vont arrêter les balles, quoi. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. Même un couteau, de toute façon, je veux te dire, quand tu es face à un couteau, euh, c'est c'est instantané parce que de toute façon, tu vas t'en tirer avec des bonnes estafilades, tu seras bien coupé de toute manière. Ouais. De toute façon, Tu peux pas t'en sortir indemne, impossible. et c'est comme C'est un coup de bol, quoi. les maîtres qui arrêtent à distance avec la main. Je sais pas, moi j'ai 61 ans, je pratique depuis 1968. J'ai jamais vu un maître
me mettre la main à 10 centimètres du visage et me faire tomber. Alors, le jour où il y en a un qui arrivera à me faire ça, alors là, je change de méthode, hein. Je change d'art martiaux, je vais directement avec lui, hein. Alors là, Bien je le sûr. salue, hein. Non, mais bon, parce que Donc, voilà. là, à ce niveau-là, c'est de la bouffonnerie, quoi. Bah oui. Voilà. Et bon, là, je rejoins Cyril à 100%. Bah, quand tu vois des clowns pareils qui sont là, tiens, j'ai vu une vidéo sur Internet, mais alors un truc de dingue. Le mec, c'est un gros lard. Autour, il y a 6 ou 7 gars qui l'agressent et le gars, il tourne, il touche même pas, les mecs, ils tombent tout seuls. Bah putain, chapeau. Le gars, il vient d'une autre planète. C'est Dragon Ball Z en réel. Voilà. Ah, mais pire que ça. Et l'autre, il fait, hop, ils appellent ça le souffle. Ils sont 8 ou 9 l'un derrière l'autre. Il fait ça, tout le monde dit tout, il tombe, il en a pas touché un. Bah putain, pour moi, voilà. Bah, le gars, c'est un prestidigitateur, quoi. Il a de la magie. Magicien. Il doit avoir un chapeau magique, tu vois. Non, voilà. Donc, quand tu vois des trucs comme ça, mais puis attends, il y a des gens qui croient ces gens-là. C'est ça le pire. J'allais dire, le problème, c'est pas que ceux qui font ça. Le problème, c'est aussi les gens qui gobent toutes ces conneries. Bah oui, mais mets-toi à la place d'un gars qui a jamais pratiqué sa vie, il connaît pas. Il voit ça, il dit, bah c'est peut-être vrai. Ouais, mais Olivier, je me permets quand même. Si jamais toi, tu n'as jamais pratiqué, Ouais. tu te rends dans une salle, tu vois un mec qui, qui fait ça devant le visage de quelqu'un qui s'arrête à, je sais pas moi, à 10, 15 centimètres et tu vois l'autre personne tomber. Tu vas dire Ah au bah maître, je me dis que le tu vas mec dire il au va être maître, branché, il s'est peut-être branché sur le compteur et puis je sais pas, non, mais quand le maître va tester sur toi, si toi aussi tu tombes par terre, c'est que tu fais semblant, c'est que tu simules en fait. Parce que Ah non mais Ouais, mais tu il faut tomberais pas. savoir que, à l'origine, il y a quand même des gars qui ont pas mal d'argent, hein. Donc, quand tu vas, je vais pas citer les pays, mais bon, en Asie, il y a des gens, ils vont gagner 30 euros par mois. Bon, si tu as un maître qui va dire, je te mets la main devant toi et tu tombes et je te donne 50 euros, tu gagnes plus qu'un mois de salaire, bah, le gars, il va tomber, hein. Moi, tu me donnes 10 000 euros, moi, je veux bien tomber, hein, avec, tu me mets le doigt devant moi et je tombe, et tu me donnes 10 000, je tombe ouais. tout de suite, hein. Il n'y a pas de souci. Non mais tout ça c'est de la fumisterie. En réalité, hein. Si on ne touche pas, tu peux pas tomber. Voilà, en gros. Ah oui, sinon, à ce moment-là, Hein. ils vont faire des combats contre les champions du monde de boxe professionnels et ils vont gagner des millions de dollars. Regarde, c'est comme tu vois bon, il y a des trucs qui font marrer, toi. Tu vois, le gars, il fait des arts martiaux, mais en plus à très bas niveau. On voit que aucune expérience. Ils vont s'affronter contre un gars qui fait de la boxe et puis le gars qui touche bien sa bille, quoi. Le mec, oh, bah, il met une droite, frac, et puis l'autre, il le prend dans le menton, puis terminé. Non, ils sont plus d'image, quoi. Donc, parce que t'en as qui ont rien compris, quoi. Ils pensent que devant eux, ils ont un radar, ils ont un mur qui les protège. C'est un mur invisible. Bah, regarde, tu prends il y a quelques années Gérard Majax dans une émission de télé. Il avait pris un présentateur, il lui avait mis un bandeau sur les yeux, il l'a allongé par terre, il lui a mis un bloc de béton sur le thorax et il lui a dit bah, tu bloques ta respiration et puis il lui a donné un coup de masque pour casser la. Et ben, quand le gars il a vu les images, il n'en revenait pas. Il dit c'est pas possible. Et pourtant, le présentateur, il faisait pas d'arts martiaux ni de sport de combat. Donc, comme quoi, il y a toujours un truc. Quand il y a quelque chose qui est pas normal, qui est au-delà de la norme d'un corps qu'on peut accepter, c'est qu'il y a un trucage, il y a quelque chose, il y a un truc. Bah oui, mais bon. Tu sais, moi j'ai aussi, tu sais comment tenir le bout d'une cigarette qui est allumée, tu allumes une cigarette et puis tu le tiens par le bout qui est en train de brûler. Eh ben, il suffit de tenir un glaçon pendant 2 minutes sur les doigts. Tu prends la cigarette qui est allumée, tu la tiens sur les doigts. Et il y en a qui font ça pour dire, bah voilà, je maîtrise l'énergie. Mais non, c'est qu'un truc. Voilà. Hein. C'est Mais bon, comme, il y a plein de choses comme ça. bah, je vois que derrière toi, tu as, un as de cœur. Ah, ça se trouve, tu es peut-être un prestidigitateur. Même pas, même pas. Voilà. Bon, en tous les cas, Anthony, on a passé un super moment avec toi. Je pense qu'on a été assez clair. Bien sûr, merci à tous Hein, les deux. voilà. Parce en fin de compte, ce qui est important, c'est de toujours rester transparent. Comme ça, il n'y a pas. Nous, on n'est pas des.
on vend pas la poudre d'or dans les yeux là, hein. Euh, on fait des choses réelles. On est reconnu, les gens nous connaissent, hein. Et voilà, tu sais, il y a un moment dans la vie, on sait qui est qui, hein. Donc voilà, on cherche pas à être plus que quelqu'un d'autre, hein. Bon, c'est surtout aussi, il faut dire, on n'est peut-être pas les meilleurs face à une caméra, mais disons, il faudrait plutôt que les gens nous voient sur le tapis. Voilà. Ah, Bon, ou sur le ring. il y Mais a bon, beaucoup, voilà. il y en a beaucoup qui nous Ouais. voient. Mais bon, il y a des gens qui ont une facilité pour discuter face à une caméra et puis hein, de se vendre. Nous, on sait peut-être pas assez se vendre sur une caméra, mais il faudrait que les gens viennent nous voir sur les tapis. Ou sur D'accord. le Ça, c'est ring, mieux. Oh, ou sur le ring, c'est pareil. Tapis ou ring. ou dans la rue. Non, je plaisante, hein. Je plaisante. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. J'espère que votre projet va bien se développer dans les années à venir. Ah, c'est en cours, hein, déjà. C'est en cours et puis il y a des gens qui sont avec nous. On a nos partenaires dans plusieurs pays qui sont vraiment des gens exceptionnels et je pense qu'on va aller de l'avant. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci vraiment à tous les deux, encore une fois, et à très bientôt. À bientôt. La famille Marion te salue. À bientôt, merci. À À bientôt. bientôt.